Bonjour à tous, merci d'être présents ce jeudi matin pour l'intervention du professeur Patak, un des médecins pionniers sur tout ce qui est quand même e-santé, notamment dans le domaine cardiaque et hypertension, donc qui va vous faire une présentation qui décoiffe. Voilà, je vais vous laisser la parole, professeur. Merci beaucoup pour ton accueil et puis ces mots gentils. Décoiffer, je ne sais pas. Pour toi, en tout cas, ça serait difficile. Hein. Je vais essayer, en tout cas, de partager avec vous quelques réflexions et puis peut-être stimuler la discussion. Donc, je vais essayer peut-être de faire une présentation autour d'une vingtaine de minutes et puis avoir 10 minutes comme ça d'échange. Je pense que c'est l'intérêt de ces journées, c'est quand même l'échange. Alors, moi, j'ai voulu partager avec vous un petit peu ce que j'appelle les enjeux de la médecine digitale. Juste en introduction, je suis médecin cardiologue, je travaille à la clinique Pasteur où je m'occupe beaucoup de patients insuffisants cardiaques hypertendus. J'ai une grosse activité de recherche clinique que je mets au service de ces nouvelles technologies avec des nouvelles formes d'essais, je vous en parle un petit peu, ou des nouvelles approches. Et puis, j'ai une activité aussi de conseil pour un certain nombre d'industriels et j'ai voulu un peu partager tout cela et vous dire un petit peu où je pensais qu'on devrait aller, ou en tout cas ma vision. Et donc, je vous propose d'aborder finalement 3 grands axes, hein, les dispositifs. Je ne m'y attarderai pas trop. Le but, c'est pas de faire quelque chose de catalogue, vous connaissez ça. Les patients, j'aimerais vous parler un petit peu de ce que j'appelle le patient digital. Et puis la clinique digitale au sens large, c'est-à-dire comment intégrer ces outils, ces patients dans une approche qui rende service à la population et aussi en termes de recherche. Alors, premièrement, moi j'ai toujours été frappé par ce que j'appelle le développement de cette médecine digitale que je trouve relativement naïf. Alors pourquoi je trouve ça naïf? Parce que finalement, à chaque fois que je discute avec des gens, au sens large, développeurs, industriels, médecins impliqués ou patients, on oppose toujours les chiffres et les hommes. Et c'est peut-être un petit peu la philosophie de cette diapositive, c'est-à-dire finalement, moi je trouve qu'il y a 3 écueils majeurs dans le développement de cette médecine digitale. Premièrement, l'évaluation. Je crois qu'il y a un vrai problème dans l'évaluation, que ce soit dans l'évaluation des besoins, je vous donnerai un exemple, que ce soit dans l'évaluation des besoins soignants. Et je me faisais la réflexion en roulant de Toulouse à Castres. Qu'est-ce qui a changé ma vie de médecin, ou quel outil digital a changé ma vie de médecin dans les 10 dernières années? Aucun. Dans ma pratique clinique quotidienne. Pourtant, je suis plutôt quelqu'un qui adore cela, mais il n'y a rien qui a changé dans ma vie de médecin dans les 10 dernières années. Pas de nouvelles applis que j'utilise quotidiennement, pas de nouvel outil avec lequel je travaille. Donc, je me suis dit, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que même quand on y croit, même quand on a envie de faire, le chemin est compliqué et long, et il n'y a pas eu de révolution pratique. Incompétence des évaluateurs, je vous expliquerai ce que j'entends derrière cela, mais finalement, quand on veut décrocher de l'argent pour faire un projet dans la recherche digitale, on bute toujours soit sur des cliniciens trop cliniques, soit sur des technophiles trop techniques, et finalement, le projet a du mal à être évalué correctement. Et puis, l'approche non transversale. Je disais tout à l'heure à Luc, on est toujours frappé quand on entend des mots comme cross-fertilisation, on se dit on va se nourrir des autres, on va nourrir les autres, mais dans le domaine de la santé, ça ne marche pas. Alors est-ce que c'est le conservatisme des soignants? Est-ce que c'est l'entre-soi des gens qui font de la technologie? Mais alors que ça marche bien dans d'autres domaines, il y a encore des barrières qu'il faut réussir à rompre. Et donc moi j'ai toujours été surpris par la démarche en tant que médecin de gens qui viennent me voir en me disant voilà, utilisez cette application, testez-la. Dites-nous ce que vous en pensez, alors qu'on n'a jamais été ou rarement été associé au développement. Et vous verrez que le domaine de la santé, c'est un domaine dans lequel il est difficile de créer un besoin. Vous créez une appli comme Deezer, on a vécu sans Deezer ou sans Spotify avant. Mais lorsque c'est apparu, ou Shazam, je vois ma fille qui Shazam, elle a 5 ans, elle s'est Shazamée. Quand je vois ça, je me dis, elle vivait sans Shazam avant, mais en tout cas, elle s'en sert. Et puis depuis que ça existe, finalement, ce besoin, il est validé. Dans le domaine de la santé, c'est très difficile de changer les comportements. Même si vous arrivez avec une super appli et que vous êtes persuadé que c'est quelque chose qui va révolutionner la pratique médicale, les faits sont là aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc même si vous êtes intimement convaincu que ça peut marcher, il y a quand même un décalage. Praticabilité, je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà vu un cabinet médical? Certainement, on est tous patients, vous avez attendu dans une salle d'attente, vous avez peut-être vu comment votre médecin travaillait, son bureau qui est plein de trucs, ou parfois enfoui sous plein de papiers, on voit un ordinateur. Mais c'est une réalité. Il faut imaginer que ce que vous proposez ou ce qu'on veut développer, ça doit s'insérer dans un environnement qui existe déjà et dans lequel on n'a pas besoin de vous. Vous, nous, on se met tous dans le même panier. Et puis rentabilité, il y a un vrai problème économique.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin, il ne s'abonne même pas à des revues médicales. Il ne met même pas 1 euro par mois pour avoir accès à de l'information médicale indépendante, pertinente. Il ne paye pas sa formation médicale. Il n'achète pas des places pour aller à un congrès. Donc, vous, avec votre appli ou avec votre outil, le business model va être très compliqué parce que votre client potentiel, si c'est un docteur, c'est quelqu'un qui ne mettra pas un rond dans ce que vous développez. Alors, moi, je dis, de manière un peu holistique, il faudrait faire avec la médecine digitale ce que la médecine allopathique ne sait pas faire, mais ce que les médecines traditionnelles font. Si vous regardez la littérature sur des médecines un peu ésotériques, on n'est pas habitué à ça, mais la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, ils ont cette force d'avoir une approche globale. Ce n'est pas une approche sectorisée où vous dites, voilà, le patient vient, je l'examine, je lui propose un diagnostic, puis je le traite, mais c'est une approche globale permanente. Et je pense que la médecine digitale, si elle doit émerger demain, c'est par ce biais-là, et pas par le biais classique du développement de la médecine allopathique. Et je vous propose un concept, qui est celui de la médecine digitale partagée ou de la décision digitale partagée. Moi, je crois que c'est ça l'avenir, c'est-à-dire d'arriver à changer la façon de travailler dans le développement et dans son application. Alors, le concept de la décision digitale partagée pour les patients. Je vais vous donner un exemple. On a développé une plateforme très simple, donc un outil technologique très simple, qui est juste une plateforme qui met en lien les patients, les infirmières, les médecins traitants, les cardiologues et nous à la clinique, c'est des patients hypertendus. Vous voyez un patient hypertendu, il vient vous voir. Il n'y a pas de truc très compliqué, puisqu'il a déjà son appareil à tension. Il s'est acheté un truc iHealth, j'ai pas de part avec un petit dispositif sans fil. Il s'est acheté un brassard chez le pharmacien. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place une plateforme dans laquelle il va être éduqué pour suivre sa tension artérielle, il va rentrer ses valeurs de tension, ces valeurs vont être analysées par des infirmières qui répondent à ces questions sur des médicaments, sur le régime sans sel. Et puis, cette solution-là marche de manière fantastique. C'est très simple. Il y a une interaction homme-machine, il y a un accompagnement, il y a un outil simple à utiliser, il y a une pertinence clinique. Ça fait gagner du temps aux médecins traitants, ça répond aux questions des patients. Le personnel est content parce qu'ils ont l'impression d'avoir une activité médicale qui est avec un vrai service médical rendu. Et à terme, on vient de déposer un projet, on imagine que cette plateforme pourrait servir à ce que les patients gèrent leur hypertension artérielle comme ils gèrent leur diabète. Donc une vraie autonomisation. On gère des patients qui viennent de 300-400 km autour de Toulouse. On peut leur éviter de venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, gain pour l'ARS, gain pour les coûts de santé. Donc ça, c'est décision digitale partagée. On dit, voilà, est-ce que vous voulez que je vous suive votre tension de manière traditionnelle ? C'est-à-dire, je fais un courrier au médecin traitant, vous allez le voir tous les 3 semaines, il vous prend la tension, vous prenez la tension à la maison, vous notez les trucs sur un carnet, ou vous voulez aller sur ce modèle-là. Donc là, on a une expérience maintenant de 400 patients qu'on suit, et avec des retours et une satisfaction, mais surtout, c'est pas ça très important ça, la qualité du contrôle tensionnel. Vous savez que l'enjeu, c'est d'avoir des chiffres tensionnels bien contrôlés. Eh bien, ces patients, on a 90% de patients contrôlés contre 20 à 30% dans les approches traditionnelles. Donc, au-delà de l'intérêt, je dirais, de cette décision digitale partagée patient, le concept d'amélioration du contrôle tensionnel. Alors, qu'est-ce qui a changé finalement lorsqu'on parle de cette décision digitale partagée ou de l'implication des patients ? C'est peut-être une analyse plus fine du profil patient, mais pas sur le plan médical, sur le plan digital. Et ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est finalement identifier des profils de patients pour lesquels ces approches-là pourraient marcher. Et classiquement, on décrit 4 grands groupes de patients. Ceux qui sont super motivés, on va vous proposer de participer à un programme de suivi de vos tensions. Ils sont prêts à changer, ils ont envie de prendre des médicaments, ils ont envie d'être bien pris en charge. Mais pour eux, l'outil digital, c'est juste un gadget. Ils ne s'en servent pas. D'accord ? Et puis, en fait, finalement, leur motivation, elle est peu ou pas influencée par le dispositif. Donc, ce sont ce que j'appelle les patients traditionnalistes. En fait, ils sont motivés pour qu'on s'occupe d'eux, mais ils veulent rester dans une approche classique. Deuxièmement, ceux qui adoptent les techniques très rapidement, mais les délaissent aussi vite. C'est moi. Moi, je suis comme ça. Il y a l'iWatch, j'ai l'iWatch, mais elle est dans le placard. On m'a offert une montre pour mesurer mon rythme cardiaque et ma tension, en me disant, tu verras, c'est génial pour tes patients. Je l'ai portée 2 semaines et puis elle est dans le placard. Moi, je suis comme ça. J'adore les trucs nouveaux, j'adore les gadgets, je les essaye, puis je m'en lasse. 3e groupe, réfractaire à tout dispositif. Ils n'aiment pas ça. Ce n'est pas forcément les sujets âgés.
C'était une de nos découvertes. Et puis le quatrième, c'est celui que l'on aime, c'est celui qui change de comportement avec l'aide du dispositif. Et donc nous, en fait, on a vraiment mis en place une approche dans laquelle on a essayé de promouvoir la transition du deuxième et du troisième groupe vers le quatrième. Donc en fait, les infirmières que j'ai impliquées dans ce programme, toute leur stratégie, c'est pas de faire de la médecine, c'est pas de faire du suivi, c'est d'arriver à convaincre ces patients par une approche qui s'appuie sur ce qu'on appelle les stades de changement de Prochaska, une théorie qui essaie d'évaluer l'envie de changer, l'envie de motiver les patients, et les traits de personnalité, théorie de Jung. On a vraiment utilisé des ressources, je dirais presque sociales, humaines, des sciences molles, qu'on appelle ça les sciences molles, pour essayer de transformer nos patients et de les rendre finalement compliants à ce nouvel type d'approche. La décision digitale partagée au service des soignants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on a essayé de développer dans notre incubateur. Depuis maintenant un an, un peu moins d'un an, on a mis en place un incubateur à la Clinique Pasteur qui a une philosophie très intéressante, qui a 3 objectifs. Aider les industriels à développer un dispositif, une application. Donc ils viennent nous voir, on les aide à montrer une étude, à mettre en place un plan de développement, à faire l'analyse statistique, à recruter des patients, à faire des tests itératifs. Ça peut être une plateforme, et c'est pour ça que je considère qu'elle participe à ce concept de décision digitale partagée pour les soignants. En fait, on est entouré de soignants. On a plus de 300 médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des ambulanciers, des gens qui travaillent à la cantine. Ils ont des idées, mais des idées qui leur rendent service. Et on part de leurs besoins, on leur propose de les accompagner dans ce type d'approche et de mettre en relation ces idées avec des gens qui ont la technologie adéquate. 3 exemples. Notre chirurgien stomatologue, qui était un homme qui avait un tic, c'est qu'il est tout le temps comme ça. Quand il est assis, il bouge toujours sa jambe. Alors on lui a proposé, il nous a proposé de dire « oui, mais moi je suis impatient, au blog, les choses n'avancent pas, j'aimerais que ça aille plus vite, tout ça ». Et de fil en aiguille, parce qu'on a dans notre clinique quelqu'un qui travaille énormément sur des chaussures intelligentes, parce qu'il est confronté au problème des plaies, des gens diabétiques, des gens qui ont des arthéropathies. L'idée a émergé dans ces discussions qu'on appelle bottom-up. Pourquoi on ne ferait pas un sabot intelligent qu'on pourra amener au bloc, où les chirurgiens pourraient commander l'activité du bloc avec ce sabot intelligent. Et on a un travail avec Altran pour essayer de développer ce sabot intelligent. Vraiment, c'est un truc qui servira à la plupart des chirurgiens qui veulent gagner du temps et veulent gérer leur salle uniquement avec des commandes au pied. Deuxième idée, des cardiologues, l'électrode sans fil. En fait, on fait des électrocardiogrammes lorsqu'on fait des procédures, lorsque les gens ont des coronarographies, lorsqu'ils ont des interventions. Mais ces électrocardiogrammes aujourd'hui, c'est une électrode avec des fils. Et ces fils, ils traînent. Et c'est très très gênant parce qu'à chaque fois que vous voulez faire des acquisitions d'images, il faut déplacer ces fils, les passer au-dessus, en dessous. Puis il faut décoller les électrodes, il faut les remettre. Donc on a dit, mais pourquoi on ne développe pas un concept d'électrode sans fil, où ces patients, on leur met les électrodes lorsqu'ils rentrent à la clinique, ils ont des examens, on n'a plus les fils qui se baladent partout, ils reviennent dans leur chambre, on continue à les monitorer, et puis ils pourraient même repartir chez eux si on a besoin de les suivre, quelqu'un qui vient de faire un infarctus. Deuxième solution qu'on développe avec Toulouse Tech Transfert. Donc l'idée, deuxième idée de la décision digitale partagée soignant, c'est d'impliquer des soignants, en tout cas d'accompagner des soignants pour leur permettre d'arriver à obtenir quelque chose dont ils ont besoin et donc de mettre en commun des industriels, des gens technophiles, des interactions industrielles. Et puis, en fait, ces interactions industrielles sont très intéressantes parce que quand le contact est fait, on a du top-down aussi. Parce que quand le lien est fait, l'industrie dit « Attendez, mais nous on a une idée, on voulait faire ça, vous en pensez quoi ?» Donc une fois que le lien est fait, ce lien est très productif. Je n'ai pas le temps pour vous donner d'autres histoires, raconter d'autres histoires. Enfin, la décision médicale partagée, j'ai mis au service des structures. Donc, vous avez vu mon découpage, le patient, les soignants, les structures. Et là, je voudrais vous parler en fait d'un essai, dont je suis l'investigateur principal avec le professeur Michel Galinier, qui à mon avis est une très belle histoire de ce qu'on pourrait faire, parce qu'elle tient compte des écueils et elle essaie d'apporter une réponse à tous les biais que j'ai partagés avec vous. En fait, cet essai OSICAT, il s'intéresse à des patients insuffisants cardiaques. Bon, alors pour vous dire en quelques mots, c'est quoi l'insuffisance cardiaque? C'est la maladie cardiaque terminale de tous les gens qui ont des affections cardiovasculaires. Je vous ai expliqué au début les chiffres et les hommes. Bon, ça, c'est la diapo classique que tout le monde présente lorsqu'il va à un congrès ou veut parler d'insuffisance cardiaque. C'est un peu le marronnier. C'est comme chaque année un article sur les francs-maçons dans l'Express au mois de juillet, chaque année un article sur les régimes dans Le Point au mois d'août. Il est marronnier. Mais il y a le marronnier de l'insuffisance cardiaque, c'est cette diapo. C'est une maladie
très prévalente, dont l'incidence augmente, qui touche des sujets âgés, qui sont fréquemment hospitalisés. Ça coûte cher, 1 milliard d'euros. C'est une maladie qui tue. Hein. Effectivement, il y a une grosse surmortalité. C'est une maladie qui coûte cher parce que les gens restent 10 jours en moyenne à l'hôpital. Et puis, lorsque les gens sortent de l'hôpital, ils reviennent en hospitalisation. Bon, c'est la diapo classique pour convaincre tout le monde que les patients dont on s'occupe sont des patients importants et qu'il faut développer quelque chose. Ça, c'est les chiffres. Et moi, je pense que les hommes, c'est ça. Je pense que l'insuffisance cardiaque, c'est le cancer du cardiologue. Parce que c'est la maladie chronique dont le pronostic est le plus sombre dans le domaine de l'insuffisance cardiaque. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que quand vous avez un patient qui a une insuffisance cardiaque, vous savez que vous rentrez dans un schéma de maladie chronique dans lequel vous allez l'accompagner, vous allez tout faire pour qu'elle aille bien. C'est bien sûr en raccourci. Tous ne sont pas comme ça. Les choses évoluent plutôt bien. Mais le temps moyen, c'est un temps moyen de consultation qui peut être très long. Parce que c'est des patients âgés, il faut les déshabiller, il faut les monter sur le lit, il faut qu'ils soient accompagnés. Et on avait fait une petite étude, on avait regardé que la consultation moyenne chez un cardiologue, c'est entre 8 et 12 minutes, ou chez le médecin traitant, c'est court, c'est très court. Et ça passe entre 22 et 26 minutes lorsqu'on voit un insuffisance cardiaque. Ça veut dire que ça demande une gestion de votre agenda complètement différente. Il y a un truc à faire là. On peut imaginer que si on prépare la consultation avant et qu'on puisse permettre, grâce à une consultation préparée d'avance, de gagner du temps, ça pourrait rendre service aux patients et aux soignants. Ou la consultation à distance. Peut-être que ce patient-là, il peut être examiné chez lui, il n'a pas besoin de faire 100 km en voiture. Et puis, c'est une gestion qui ne s'arrête pas au temps de la consultation, le patient insuffisant cardiaque. Vous êtes tout le temps appelé par le patient. Vous m'avez donné des diurétiques, je me lève la nuit pour faire pipi, c'est compliqué. Par le médecin traitant, vous avez rajouté un traitement, il ne va pas bien. Par le pharmacien, je ne comprends pas, vous avez associé des médicaments, vous ne devrez pas le faire. Par le cardiologue correspondant, par l'infirmière qui va à domicile, par le kiné. Donc c'est vraiment, ça c'est la partie humaine, ce n'est pas les chiffres, c'est la partie humaine. Et puis l'histoire de la maladie, les gens reviennent à l'hôpital. Ça c'est pour vous faire toucher du doigt que quand on discute avec des gens qui développent de la technologie, ils aiment ça. Parce qu'ils disent, il y a un marché, c'est une population, ça coûte cher, il faut faire quelque chose. Mais la réalité, c'est ça. Et si vous n'arrivez pas à vous confronter à la réalité, votre solution, elle n'arrivera pas à passer le filtre ou le plafond de verre. Donc, en fait, quand on a développé les CO-Zigate, on a essayé de prendre en compte tous les points que je viens de vous détailler. C'est-à-dire comment faire un essai dans lequel on prenne en compte toutes les choses dont je viens de vous parler. Et pour y arriver, on a commencé à réfléchir. Premier point. Toute stratégie technologique est caduque si elle ne permet pas l'interaction entre un homme et une machine. On est des humains, on a besoin de contact humain. C'est d'autant plus vrai lorsque vous avez une maladie chronique, qu'elle soit symptomatique ou pas. Donc, mettre un truc connecté en Wi-Fi, en Bluetooth, un truc qui mesure tout seul, un truc qui fait de... Bon, c'est super, mais ça ne sert pas. Ça ne servira pas sur le long terme. Donc ça, c'était pas possible d'avoir une balance à la maison pour peser le poids, d'avoir un électrocardiogramme à la maison pour mesurer le rythme cardiaque, mais qu'il n'y ait pas d'interaction. Donc, première chose, c'est réfléchir à l'interaction, c'est-à-dire réfléchir au système. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui garantira l'intégration. Donc la solution qu'on a voulu évaluer, c'est ça. C'est bien sûr des appareils qui permettent d'évaluer la sévérité de la maladie, sa progression, mais une information qui va être intégrée, connectée. Information qui va être transmise à des infirmiers qui vont gérer un algorithme d'alerte pour informer le médecin traitant, le cardiologue. Information qui va servir à suivre le patient, à le coacher, à l'éduquer. Et là, l'interaction homme-machine prend du sens. Et on pense que c'est quelque chose qui peut révolutionner la prise en charge, je vous le dirai tout à l'heure. Deuxièmement, l'organisation du développement. Je crois qu'il faut, dès le départ, c'est ce que je vous appelais sur le bottom-up, mettre les gens autour d'une table. Avant de partir bien en tête, développer un truc et puis dire j'ai un truc super, validez-moi-le. Non, il faut démarrer dès le départ et essayer de convaincre les futurs utilisateurs, les patients, les soignants, les gens qui vont rembourser éventuellement la décision. Parce que pourquoi on n'a pas ces trucs aujourd'hui? Parce qu'il y a un vrai problème économique. Qui paye, qui rembourse la télécardiologie, la télémédecine, ce type de solution? Donc nous, on a essayé dès le départ de mettre tout le monde autour d'une table. Parce que ça, c'est le résultat de tous nos échecs. C'est 10 ans d'échecs. 10 ans d'échecs qui nous ont obligés à repenser notre façon de démarrer un essai. C'est d'associer les gens. Et donc cette étude, OSICAT, qui évalue une solution, on l'évalue sur quoi? On ne s'est pas arrêté à l'évaluation juste, ça va réduire les hospitalisations, ça va réduire la mortalité, ça va coûter moins cher. Non, on s'est dit, bien sûr, il faut que cette solution, elle s'intègre dans le parcours du soin d'un patient. Et donc, elle se substitue à ces temps longs de consultation. Optimiser la relation entre l'hôpital, le cabinet de consultation, la maison.
prévenir bien sûr les réhospitalisations. C'est une solution médicale, il faut bien qu'il y ait un intérêt, sinon c'est pas la peine de la développer. Et puis améliorer les pratiques professionnelles avec un triple objectif, mais sur un objectif économique, c'est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas d'enjeu économique, votre solution ne sera jamais remboursée. C'est la base. C'est étonnant, mais ce n'est pas ce qu'on demande à un médicament, ce n'est pas ce qu'on demande à un médecin, mais ce qu'on demande à la médecine digitale, c'est d'être rentable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ces stratégies-là, elles s'additionnent. Elles ne se substituent pas. Et tant que ces stratégies s'additionneront, il faudra qu'elles soient rentables. Le jour où elles se substitueront, elles sont par la force des choses rentables. Mais aujourd'hui, c'est le premier enjeu, avec bien sûr derrière un enjeu de qualité de vie, de prise en charge. Alors, on a répondu, pour développer cette stratégie, aux standards traditionnels du développement. C'est peut-être une erreur, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, on est encore dans la phase d'attente des résultats. On a recruté 1000 patients, 500 qui ont eu un suivi avec cette solution dite Cordiva, 500 qui sont suivis de manière traditionnelle. On suit ces gens pendant 18 mois. C'est les standards d'un essai clinique classique, quand vous faites un médicament contre un placebo. Et puis, au bout du chemin, au bout des 18 mois, est-ce que les patients, les 500 patients qui étaient dans le groupe Cordiva meurent moins, ont une meilleure qualité de vie, rapportent ou coûtent moins cher, que ceux qui sont pris en charge traditionnellement? On a choisi le standard de l'évaluation classique. C'est le gold standard. Beaucoup de débats là-dessus. Par exemple, moi, j'étais un défenseur de dire le but, c'est pas de voir si les gens font moins d'hospitalisation, c'est de voir combien de temps on peut les laisser à la maison. Temps passé à la maison. Temps passé à la maison par quelqu'un qui a 70 ans, c'est très important parce que ça va avoir un impact sur la qualité de vie. Mais on a été rattrapé par nos vieux démons de dire oui, c'est une étude, il faut montrer que ça réduit la mortalité, la morbidité. Le chemin est très complexe pour la médecine digitale, pour s'écarter et proposer d'autres modèles de développement que ceux classiques du médicament, du dispositif médical. Mais on a quand même réussi à développer ces 3 piliers, de dire voilà comment on va évaluer ce dispositif, cette solution. L'évaluation médicale, bien sûr, morbimortalité, on ne peut pas y échapper, on est des médecins, on soigne. L'évaluation médico-économique, c'est le nerf de la guerre. Sinon, même si vous avez une superbe étude qui montre un résultat positif, qui est publié dans une grande revue médicale, ça s'arrêtera là. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça vive derrière. Et les industriels veulent que ça vive derrière. Et puis, évaluation sociétale. Et on revient à la décision digitale partagée. C'est-à-dire, quel est l'impact de ce type d'approche dans le quotidien du patient, des soignants et des organisations système. Combien de temps il me reste, Luc ? 5 minutes. Ça, c'est un point très très important. C'est-à-dire, finalement, avoir dès le départ l'intégration des sciences humaines et sociales pour convaincre la communauté du bien fondé de ce type de stratégie. Comme j'ai 5 minutes, je n'aime pas faire ça, mais je vais aller à ma diapositive de conclusion. Bon, je voulais vous présenter ces données. Mais les 2 dernières diapositives, c'est ça. C'est d'abord, dans votre réflexion ou dans votre développement de stratégie, pensez à tous ces écueils ou ces limites. Le patient, le soignant, les structures. Le vrai problème, ce n'est pas un problème de chiffres, c'est un problème humain. C'est comme ça que vous avancerez, que votre appli ou votre outil changera la donne, parce qu'il changera la qualité de la relation. Ce n'est pas juste un produit, une solution que les cliniciens doivent valider ou que les patients doivent utiliser, mais il faut les associer en amont pour que cette solution soit validée et utilisée. Pensez dès le départ à mettre tous les partenaires autour d'une table, et surtout les partenaires économiques, les partenaires institutionnels. Ce n'est pas là où vous allez naturellement. Naturellement, on va voir les associations de patients, on va voir les docteurs, on ne va pas voir la RS, on ne va pas voir la caisse primaire d'assurance maladie, on ne va pas voir l'HAS. Un plan de développement avec des objectifs adaptés, mais qui sont souvent inadaptés par la force des choses. On ne peut pas faire des études dont les critères d'évaluation ne correspondent pas aux standards, même si on est en train de développer une médecine innovante. C'est très dur. Et puis, valorisation. Il faut y penser dès le départ. Donc, en conclusion, les perspectives. Moi, je crois qu'il faut savoir partir des besoins, mais pas les besoins chiffrés, même si c'est important dans un business plan, mais les besoins humains, les besoins médicaux, les besoins réels. Deuxièmement, réfléchir à l'organisation d'amont, en mettant tout le monde autour d'une table. Les évaluateurs. Qu'est-ce que vous attendez, vous, HAS, d'un essai avec ce nouvel outil ? Nous, on veut qu'ils démontrent ça. OK, il faut prendre. Vous ne pouvez pas dire que je vais les convaincre quand j'aurai fait mon essai que ce que j'ai fait est bon. Partons de ceux dont ils ont besoin. La prescription des solutions, c'est peut-être ça l'avenir. Pour impliquer un médecin, il faut l'impliquer avec sa façon de faire. Un médecin, il prescrit. Qu'il prescrive des solutions. C'est peut-être ça qu'il faut proposer dans le futur. Et puis la gestion, parce que finalement, si vous avez un diabétique hypertendu et insuffisant cardiaque, je ne vais pas lui mettre la solution Cordiva, les infirmières sur la plateforme et une box pour le diabète. Donc peut-être qu'il va falloir réfléchir à ça aussi. Un patient, ce n'est pas un patient qui a une seule pathologie, il a plusieurs pathologies. Réinventer la méthodologie
Et puis, vraiment, ce que je crois qui est un point très important, j'insiste encore là-dessus, cultiver cette notion d'interface homme-machine. Donc, il nous reste un petit peu de temps, je serais ravi de répondre à vos questions. Donc, pas de questions, tu as été très clair. Non, ça veut dire qu'il dort. Il est encore tôt. Il est encore tôt. Dans tous les cas, merci pour cette présentation qui a décoiffé tout le monde sauf moi donc, dans la salle. Ça t'a fait friser la barbe. Voilà, exactement. Merci. Ça fait plaisir, Luc.